Merci de me donner la parole. Merci évidemment Sabine d'avoir organisé cette rencontre et de lutter invariablement et quotidiennement pour faire en sorte que l'Europe ait un débouché politique en France, soit entendu, soit évoqué. Et merci à Gunther aussi d'être présent. Moi, ça nous fait évidemment chaud au cœur avec Marie-Pierre de rencontrer des députés nationaux, qui soient français ou qui soient allemands. Nous, on ne fait pas de différence. L'amitié franco-allemande est au cœur de la construction européenne, évidemment. La ville de Strasbourg en est le symbole. Et donc, nous sommes très, très heureux de participer à cet échange. Moi, que vous dire, le lien, je ne veux pas être trop long parce qu'il faut laisser, puisque c'est un débat citoyen, il faut laisser le temps aux questions-réponses. Moi, simplement, ce que je veux que chacune et chacun comprenne, c'est que l'Europe est un espace très particulier en termes démocratiques, car nous y faisons la loi, comme dans les parlements nationaux, mais en revanche, nous n'avons pas la capacité d'implémenter, comme on dit, c'est-à-dire de faire appliquer la loi. C'est-à-dire, si je prends un exemple concret, nous allons normer la qualité de l'air que nous respirons, parce que l'Europe, c'est très concret. C'est l'air que nous respirons, c'est la santé alimentaire, sont les médicaments, sont les échanges commerciaux au quotidien. Donc, nous allons définir un certain nombre de règles et de lois. Mais ensuite, elles ne peuvent entrer en vigueur que si les États membres les mettent en vigueur et que si, par exemple, les villes vont respecter les zones pour faire en sorte que les émissions soient inférieures aux normes que l'Europe a définies. Donc, voilà, c'est ce lien très, très particulier qui fait que l'Europe est un espace qui définit des règles, qui le fait avec, évidemment, les États et les territoires, mais qui ensuite dépend totalement de la mise en œuvre par les territoires. Nous n'avons pas de police, nous n'avons pas la capacité d'imposer, et donc c'est très, très important d'arriver à le faire ensemble. Il n'y a pas d'Europe sans territoire, sans États membres, bien sûr, mais sans territoire. Et j'allais dire, quelque part, il n'y a pas non plus de capacité pour les territoires de trouver des solidarités s'il n'y a pas une législation commune au niveau européen. Merci, Monsieur Durand, pour cette première intervention. Je voulais juste d'ailleurs rappeler à tous nos participants que la fonction lever la main est opérationnelle, que vous pouvez, quand nos intervenants auront terminé leurs propos, poser des questions, également via le chat où je regarde si vous voulez envoyer vos questions. Et je donne tout de suite la parole à Madame Marie-Pierre Védrenne pour qu'elle nous parle un petit peu de son expérience à elle. Bonsoir à tous, très heureuse d'être avec vous ce soir. Alors déjà, je partage forcément tout ce qui a été dit par Pascal sur cette nécessité de renforcer les liens et de bien veiller justement à ce que tout ce que nous pouvons adopter soit bien adopté, mis en œuvre dans l'ensemble des États membres, parce que sinon, derrière, au final, on peut créer aussi beaucoup d'attentes au Parlement européen, beaucoup d'ambition, mais s'il n'y a pas de concrétisation, au final, on crée encore plus de déception. Et encore plus un sentiment de désillusion vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, c'est essentiel pour nous d'organiser des temps comme ce soir et de contribuer aussi, je pense, ce qui manque aussi souvent à l'Union européenne, et là, c'est peut-être dû aussi à mon ancienne casquette en tant que directrice de la Maison de l'Europe, c'est de la lisibilité et de la visibilité de l'action européenne. Quand on a aussi notamment des projets qui sont cofinancés par l'Union européenne sur le territoire et qui sont gérés par les régions et que certaines régions, pour des questions politiques, il ne faut pas se voiler la face, ne mettent pas en avant le fait que ces projets sont cofinancés par l'Union européenne et répondent aux grands objectifs justement de l'Union européenne, forcément, c'est aussi renforcer le fait que l'Union européenne est un bouc émissaire idéal. Et c'est vrai que dans notre quotidien de parlementaires européens, d'autant plus avec une circonscription nationale maintenant, avec Pascal, maintenant nous sommes élus pour représenter certes l'ensemble des citoyens européens, mais notre territoire, c'est l'entièreté de la France. Et quand vous êtes présent à la fois pour être influent à Bruxelles, à Strasbourg, il reste quand même peu de temps pour être présent sur le territoire et pour rendre, entre guillemets, des comptes et surtout pour rendre visible. Donc c'est aussi en ce sens où nous avons besoin de renforcer les liens avec les parlementaires, avec aussi d'autres personnes qui sont convaincues que l'Union européenne a un rôle fondamental pour expliquer en quoi l'Union européenne, elle est capitale. Il ne s'agit pas de dire que tout est parfait, parce que je pense que quand on est pro-européen, on se doit de dire aussi ce qui ne fonctionne pas
Et c'est comme ça qu'on renforce aussi l'amour, entre guillemets, vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, on a tout ce travail à faire. Et je trouve, certes, parce qu'on est deux de la délégation Renaissance, mais je trouve que Renaissance joue ce rôle-là, véritablement des territoires, du niveau national dans son ensemble, le niveau européen et l'interface avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir justement renforcer et créer cette visibilité. Mais là aussi, je m'arrête parce que l'enjeu, c'est vraiment qu'il y ait un échange et de répondre à toutes les questions. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai bien vu en plus les questions dans les chats, mais M. Durand m'a devancé. On les prendra juste après les deux dernières interventions pour que tout le monde puisse un peu brainstormer sur ces sujets. Je donne tout de suite la parole à Madame la Présidente. Sabine, je vous laisse partager votre expérience de parlementaire national. C'est surtout peut-être aussi profiter un petit peu pour présenter la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, parce que c'est vraiment je dirais, une structure qui est très, très mal connue. Hein. On est sur 577 députés. Nous sommes donc 48 membres de cette commission, avec la particularité de devoir siéger aussi dans 2 commissions. En ce qui me concerne, c'est la commission de défense. Donc, il y a une représentation qui est proportionnelle par rapport à l'ensemble des groupes politiques et qui couvre donc aussi tout le spectre des sujets politiques par la présence, par la représentation aussi des commissions permanentes. Alors, on se réunit 2 fois, à peu près 1 ou 2 fois par semaine. Dans notre activité de contrôle, on auditionne donc nos ministres, par exemple, quand le champ de compétences de l'Union européenne est concerné, mais aussi des commissaires européens, des experts, la société civile, et on fait des réunions conjointes avec d'autres commissions, et en particulier aussi depuis qu'on a l'accord parlementaire franco-allemand avec la commission des affaires européennes du Bundestag. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a maintenant la possibilité, c'est pas toujours évident avec particulièrement la crise, mais il y a déjà des collègues qui sont venus. On a la possibilité, nous, d'aller à Berlin, et eux, ils ont le droit de venir aussi chez nous et de participer à nos réunions, sauf si on a des sujets un peu particuliers, un peu sensibles, et qu'on a des réunions à huis clos. Et ça permet aussi de temps en temps d'enlever justement ces lunettes français ou les lunettes allemands et de regarder certaines questions un petit peu d'un point de vue de l'autre. D'ailleurs, demain, on a aussi une réunion justement en format de triangle de Weimar, donc aussi avec nos homologues polonais, donc Assemblée nationale, Bundestag et donc SEM polonais. Et on a instauré aussi un dialogue avec nos amis italiens. Là aussi, on essaye de fonctionner un petit peu différemment. La Commission des affaires européennes, pour en revenir rapidement, elle est un peu la vigie de l'Assemblée quand il s'agit des questions européennes. Donc, on informe nos collègues sur tout ce qui se passe sur le champ de compétences de l'Union européenne, mais on est également en dialogue interinstitutionnel avec le Parlement européen, avec la Commission européenne et aussi avec le Conseil, et on se prononce sur les textes législatifs qui nous parviennent. Ça, c'est un petit peu compliqué parce que parfois, il y en a quand même par année, il peut s'agir des 1000 textes qu'il faut réserver ou acter. Donc, on a un mécanisme qui s'appelle réserve d'examen parlementaire, et pendant 8 semaines, on a 8 semaines pour se prononcer sur des textes qui seront ensuite défendus au Conseil et au Parlement. Par contre, effectivement, parfois on voit bien, et peut-être Gunther va en parler, on n'a pas tous, toutes les commissions des affaires européennes n'ont pas tous les mêmes prérogatives, le même statut. Il m'arrive d'être un petit peu jalouse de notre collègue finlandaise, parce qu'en Finlande, la commission des affaires européennes s'appelle la Grande Commission, et elle peut mandater le Premier ministre sur ce qu'il a à défendre au Conseil. Et le Premier ministre doit se justifier si il défend autre chose que sur quoi il était mandaté. Mais nous, en France, on est loin de ce système. Mais je veux m'arrêter là pour l'instant, et je passe ou Pauline passera peut-être la parole à Gunther.
Merci, merci Sabine pour cette intervention. Et je vais, oui, effectivement, Monsieur Krichbaum, je lui donne tout de suite la parole pour nous partager votre expérience. Merci Pauline, merci spécialement Sabine et chers collègues du Parlement européen et aussi du Parlement régional. Merci pour cette invitation ce soir et je peux seulement confirmer ce que Sabine a dit avant, mais je peux ajouter peut-être l'un ou l'autre pensée. Juste au commencement, je pense que la pandémie a montré la nécessité de la coopération entre le niveau européen, national et aussi régional. C'est indispensable. Et maintenant, l'Allemagne a une autre histoire et une autre tradition à ce qui concerne l'État, mais nous sommes une république fédérale et ça veut dire c'est la tradition déjà de notre histoire que les régions jouent un rôle très, très important. Je sais que la France a aussi le Sénat, mais le Bundesrat chez nous, c'est la chambre du pays de l'Allemagne, un rôle très, très fort jusqu'aujourd'hui. Mais ça veut dire, dans les affaires européennes, nous avons une coopération très étroite entre le Bundesrat et le Bundestag. Et aussi, nous avons une coopération très étroite entre la France et l'Allemagne, l'Assemblée nationale et le Bundestag, et aussi le Sénat avec le Bundesrat, mais aussi tous ensemble. Ça veut dire que c'est nécessaire parce que jusqu'aujourd'hui, je dirais aussi que la France et l'Allemagne sont le moteur de l'Europe, de l'Union européenne, et ça peut aussi se montrer dans la conférence pour l'avenir de l'Europe. Nous avons la position que nous ne voulons pas exclure au commencement le changement du traité, mais il y a aussi des autres positions en Europe. Par exemple, des pays comme Irlande ou un référendum, à la fin, si on veut changer le traité, on doit vérifier ça, on doit être ouvert et très franc dans les discussions, mais je pense qu'il y a la nécessité aussi de changer les traités à l'un ou l'autre point, seulement pour mentionner les affaires européennes, les affaires étrangères. Jusqu'aujourd'hui, je pense que l'Europe doit faire plus que dans le passé. Mais j'aimerais aussi mentionner encore une fois la pandémie. J'ai déjà mentionné que la coopération était indispensable. Si on regarde que les régions doivent mettre à disposition les services de la santé et sociale que le niveau national doit fournir le cadre juridique et le niveau européen doit fournir les vaccins et l'organisation des vaccins. C'était au commencement pas si facile, mais on doit avouer aussi que pour cette pandémie, personne avait ce qu'on appelle en anglais blueprint. Ça veut dire on n'avait pas un modèle comme ça. La situation était très, très difficile, mais je pense qu'on a réussi. Et peut-être il faut aussi mentionner que l'Europe a montré beaucoup de la solidarité envers d'autres pays hors de l'Europe. Si je compare ça avec les États-Unis, on doit constater que les États-Unis ont gardé tous les vaccins pour eux-mêmes et même le Canada n'a pas profité de ça. C'est un autre comportement politique de l'Union européenne. Et moi, je suis très, très fier à ça. Et quelquefois, il faut le mentionner aussi. Je veux aussi décrire un peu le soutien des entreprises.
parce que le soutien était sur l'un côté par les nations, sur l'autre les États membres, mais sur l'autre côté aussi par l'Union européenne, par le Parlement européen, mais aussi par la Commission. Pourquoi? On a créé, c'est ce qu'on appelle en anglais Next Generation EU. Et là, il faut, Sabine, là, j'ai besoin de ton aide parce que je ne connais pas malheureusement maintenant l'expression française, mais avec des décisions des parlements nationaux, on a donné de l'argent, on a donné de la monnaie dans un fonds, et ce fonds est responsable pour soutenir les entreprises et l'économie dans les pays concernés. Ça veut dire c'est un moyen avec beaucoup de solidarité, et surtout les régions profitent de ça parce que ce sont les entreprises. Maintenant en Allemagne, mais je pense en France la même chose, ce sont les entreprises qui payent les impôts. Si les entreprises et si l'économie souffre, ils sont pas capables de payer les impôts. Et en Allemagne, ce sont en ce cas-là les régions qui souffrent. Je ne veux pas maintenant mentionner trop de choses parce que Sabine m'a prié d'être court et bref au commencement. Et s'il y a d'autres choses, on peut parler dans la discussion. Et n'hésitez pas de poser aussi des questions critiques, de faire des remarques critiques. Mais à la fin, merci encore une fois à cette invitation importante parce qu'il est nécessaire de faire la discussion, de créer le dialogue avec les citoyens. C'est indispensable pour le développement de l'Europe. Merci. Merci, monsieur Pauline. Moi, j'aimerais bien rebondir sur une question que je vois là de Sylvie Goucher. Les citoyens ne voient pas cette coopération, comment la rendre visible dans les territoires. Et je crois qu'effectivement, parce que Pascal, il l'a déjà fait, il est déjà venu dans ma circonscription, je crois que j'avais déjà émis aussi cette idée, Gunther, au sein de la COSAC. La COSAC, c'est la conférence des organes spécialisés dans les affaires européennes, où se réunissent toutes les commissions des affaires européennes des 27 États membres, plus des parlementaires européens, plus des États observateurs, de dire qu'il faut que de temps en temps, nous réagissons aussi d'une manière un petit peu transpartisan, transnationale, et qu'on montre ce que c'est l'Europe. Ça veut dire de venir dans nos circonscriptions, qu'on voit un député européen, pas forcément français, peut-être d'une autre nationalité, que toi tu viens, moi je viens, enfin qu'il y a d'autres qui viennent, et qu'on montre quelque part l'Europe a touché, quoi, qu'on est des êtres humains qui ont tous les mêmes défis pour lesquels nous devons trouver des solutions. Madame Goucher, peut-être que vous souhaitez réagir? À vrai dire, je suis tout à fait d'accord avec Sabine. Bonsoir à tous. Je suis tout à fait d'accord. J'habite dans le Gâtinais, c'est une petite région très rurale du Loiret, à l'est du Loiret. Et c'est vrai qu'ici, l'Europe, c'est un tabou. On ne peut pas parler d'Europe dans la campagne parce que tout le monde déteste l'Europe, même s'il y a beaucoup d'agriculteurs. Et justement, alors que pendant la pandémie, vous l'avez dit, les vaccins nous viennent de l'Europe, enfin, tellement de choses nous viennent de l'Europe, et en même temps, les citoyens ne les voient pas. C'est ce que j'ai écrit dans le message. Merci donc à Sabine. Effectivement, je pense que s'ils voyaient déjà des panneaux qui disent que voilà, l'Europe a financé telle ou telle chose, par exemple la 4G, ou par exemple enfin, plein de choses qui existent dans nos territoires, ça serait bien. Et s'ils voyaient effectivement en chair et en os nos députés européens, ça serait formidable. Merci pour cette réponse. Alors, moi, je peux parler aussi de l'Europe de l'éducation, mais je ne veux absolument pas prendre la parole tout le temps.
Mais c'est un débat qu'on construit. Tout le monde peut prendre la parole, tout le monde est le bienvenu. Tous les points de vue sont très intéressants. Je vais juste laisser Monsieur Durand rebondir parce que je pense qu'il a levé la main parce qu'il était intéressé par la question et inviter tous nos participants. Justement, n'hésitez pas à lever la main. C'est une plateforme participative. On n'est pas là juste pour des propos liminaires qui se succèdent. C'est une vraie conversation. N'hésitez pas à participer. Oui, merci beaucoup. Non, je voudrais réagir à deux choses. D'abord, le propos de Gunther, c'est clair que nous avons une difficulté à expliquer parce qu'on n'est peut-être pas assez bon sur la com. Ce qu'a fait Joe Biden sur les vaccins, c'est de la pure com. C'est-à-dire qu'en réalité, comme l'a très bien expliqué Gunther Ginsburg, on a l'Europe qui a fait un travail collectif qui, au-delà de ses compétences, parce que normalement, l'Europe n'a pas de compétences sur la santé sanitaire, etc. C'est une compétence des États membres. Et là, on a compris qu'il y avait une urgence de solidarité. Elle s'est mise autour de la table. Elle a défini des critères communs. Elle a acheté en commun. Elle a fait œuvre de solidarité avec les autres pays. L'Europe, l'Union européenne est la zone mondiale qui a le plus exporté, donné de vaccins, là où les États-Unis n'ont rien donné et se sont vaccinés. Et je comprends qu'ils l'aient fait. Ils étaient en plus dans une situation dramatique. Mais ce qui est absolument stupéfiant, c'est que quand Joe Biden a commencé à bouger sur les vaccins, une fois que sa problématique nationale était quasiment réglée, alors tous les médias européens ont dit « Ah, mais c'est merveilleux !» comme en matière fiscale d'ailleurs, c'est merveilleux, regardez ce que font les États-Unis, etc. La réalité, c'est qu'on ne valorise pas ce que nous-mêmes nous faisons. Nous avons l'Europe honteuse, de plus en plus. Nous avons l'Europe critique. Nous avons une Europe qui n'est pas fière de ce qu'elle fait et qui n'a pas la capacité de l'expliquer. Et ce que vous dites, madame, sur les territoires, sur les agriculteurs, le monde agricole a bénéficié, mais de manière considérable de l'Europe, mais considérable, pas simplement par les aides directes, il en a bénéficié par la capacité à pouvoir produire, à pouvoir exporter, à pouvoir… C'est inimaginable d'entendre les agriculteurs lorsqu'ils critiquent l'Europe de manière éhontée, alors que s'il y a bien une partie de la population qui devrait tresser des louanges à l'Europe quotidiennement, c'est bien le secteur agricole. Et donc, moi, je ne veux pas polémiquer parce que je comprends que si dans leur chair, si un agriculteur ne le vit pas bien, c'est que nous n'avons pas su expliquer. Après, et moi, j'en suis vraiment redevable au président Macron, il y a en France une classe politique qui, depuis des années, explique que tout ce qui va bien, et tout courant confondu, hein, gauche, droite, milieu, etc., on nous explique qu'à chaque fois quelque chose va bien, c'est la France, et qu'à chaque fois que quelque chose va mal, c'est l'Europe et c'est Bruxelles. Dans ce cas-là, d'ailleurs, on a un peu de chance, c'est pas Strasbourg, c'est Bruxelles, le responsable de tout. La réalité, c'est que le président Macron a remis l'église au cœur du village. C'est-à-dire qu'il a expliqué qu'il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de capacité à agir si l'Europe n'est pas une puissance continentale solidaire et qui pèse par rapport à la Chine, par rapport à la Russie, par rapport à même la Turquie, etc., etc. Voilà, donc moi je suis très heureux de voir que nous avons maintenant une majorité présidentielle clairement derrière l'Europe et derrière l'Union européenne, comme d'ailleurs Mme Merkel qui a fait un discours absolument remarquable, peut-être parce qu'elle s'en va et que finalement elle est plus décontractée. Elle a fait un discours au Parlement européen il y a quelques mois sur la nécessaire solidarité, sur le fait qu'il faut construire une Europe plus sociale, plus humaine, qui était absolument remarquable. Et je dois dire que ça fait du bien. Après, et je terminerai là-dessus, effectivement, encore faut-il le décliner. Mais juste un exemple concret, vous vous promenez sur les autoroutes espagnoles, vous n'avez pas 50 km sans voir des grands panneaux en disant cette infrastructure a été financée par l'Union européenne grâce aux fonds, etc., etc. C'est partout, partout. Vous vous promenez en France, vous allez avoir un énorme panneau en disant votre région a financé, etc. Ce qu'oublie de dire la région, c'est que dans les fonds, parce qu'effectivement, comme l'a dit Marie-Pierre tout à l'heure, les fonds transitent par la région. Et donc, oui, vous avez, je dis n'importe quoi, 100 millions d'euros qui vont être mis sur un projet. Sauf que sur ces 100 millions, on ne vous dit pas qu'en général, il y en a 40 ou 50 qui sont clairement financés par l'Union européenne. Et ça, c'est une volonté politique française. J'avoue que je connais moins bien
l'Allemagne, à cet égard, et je ne suis plus allé depuis, bien que je suis souvent allé en Allemagne, c'était ma première langue et c'est un pays que j'adore, j'y suis plus allé depuis quelques années. Et donc, je ne sais pas si l'Allemagne communique mieux que nous sur l'Europe. Mais nous, on est très, très mauvais. Voilà, et vous avez raison de dire que, et pour nous, c'est une souffrance. Hein. Quand vous dites que les députés européens sont détestés, que Bruxelles est détestée, on en a conscience. Et pourtant, je peux vraiment vous dire que s'il y a, entre guillemets, une classe politique qui essaye de prendre, mais vraiment au cœur, son, non pas que les autres ne le font pas, mais nous, comme justement on est détesté, on essaye un peu comme des gamins. Vous savez, les gamins qu'on n'aime pas trop dans les familles. Alors, on fait tout pour se faire bien aimer, on fait plus que les autres. La réalité, c'est que malheureusement, à la fin, vous avez raison, on a l'impression que voilà, on est mal aimé. Monsieur Kretschmann, je vous en prie, allez-y. Oui, merci. Non, je veux seulement souligner ce que Pascal a dit. Pascal, je ne sais pas si l'Allemagne est mieux, vraiment pas, parce que c'est très confortable aussi au point de vue des politiciens nationaux, de dire c'est la faillite de Bruxelles et c'est l'échec de Bruxelles, c'est très très confortable. Et chaque 5 ans, nous disons au peuple, nous disons aux citoyens, maintenant il est nécessaire de voter et de participer aux élections du Parlement européen. Là, il faut être très, très honnête parce que moi, je dirais au 90%, c'est dans la responsabilité des États membres et pas dans la responsabilité de l'Europe. Parce que l'Europe donne le cadre, souvent seulement le cadre, et maintenant, après, c'est dans la responsabilité des parlements nationaux, mais aussi des États membres et des gouvernements de remplir ce cadre. C'est-à-dire, c'est très confortable et on dit pour ça en allemand, den schwarzen Peter Brüssel zuschieben, ça veut dire pour toutes les choses qui sont bien, c'est dans la responsabilité du gouvernement national. Sur toutes les autres choses qui sont peut-être un désavantage ou, pas, ou mal, c'est dans la responsabilité de Bruxelles. Et ça fonctionne pas. L'autre point, Pascal a mentionné ça, c'est absolument vrai. Les compétences dans la santé sont dans les pays membres. Ça veut dire c'est nécessaire aussi des transferts de compétences si un défi, si un problème, si un sujet et ne peut pas être résoudre peut pas avoir être soudre par les nations. C'est absolument nécessaire. C'est la raison pourquoi nous avons le niveau européen. Ça veut dire là, je vois aussi dans la conférence sur l'avenir de l'Europe de discuter de ça, de créer une union des santé, par exemple. Parce que le virus, il ne s'occupe pas des frontières. Le virus, il est mobile parce que nous sommes très mobiles. Et c'est la raison pourquoi on peut résoudre ces problèmes seulement ensemble et pas chacun pour soi-même. Ah, et j'ai oublié la question. Pardon, j'ai oublié une question parce que nous avons la COSAC, Sabine, et nous avons aussi le comité des régions. J'espère que j'ai la traduction correcte pour ça. Ausschuss der Regionen, le comité de région. Est-ce que ce comité de région est visible en France ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt inconnu? Ça serait une question de mon part. Qui veut répondre? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt très secret, les travaux du comité de région.
Est-ce que vous êtes d'accord, Pascal et Marie-Pierre, là-dessus? Marie-Pierre, un peu, là, j'ai Oui. beaucoup parlé, donc allez. Et effectivement, le comité des régions est à la fois le comité économique et social. Je pense qu'il y a les deux qui jouent un rôle important et qui ont des représentants différents. Le comité des régions, plus pour représenter effectivement l'ensemble des territoires, avec des élus qui ont pour le coup un ancrage régional. Par exemple, en Bretagne, moi, un des élus qui siège au comité de région, c'est le président de la région. Mais vu que c'est un des présidents de région aussi, il est moins identifié. Il n'a pas non plus la visibilité en tant que membre du comité des régions. Et comme le souligne Sabine, les travaux sont très peu visibles. Ils sont très peu visibles parce que leur rôle aussi, tout de suite, quand on vous dit que vous n'êtes que consultatif, parfois leurs travaux ne sont pas toujours pris au sérieux. Pour autant, c'est une mine d'or d'informations. Et le Conseil économique et social, où c'est aussi d'autres représentants, notamment les travailleurs, les syndicats, etc., là aussi, n'est pas du tout identifié de la part du grand public. Moi, je sais que souvent, je les cite parce qu'il y a des interlocuteurs bretons à chaque fois. Donc, ça démontre bien comme ça l'influence de ma région aussi, du coup, à Bruxelles. Pascal parlait tout à l'heure de la politique agricole commune. On a un sujet en Bretagne, par exemple, aussi sur la politique des pêches, notamment du fait du Brexit. Donc, c'est vrai qu'en ciblant certaines thématiques, ça permet de rendre plus de visibilité à l'Union européenne. Mais malheureusement, ces deux institutions qui sont très, très peu identifiées, on a déjà nous-mêmes du mal à être connus en tant que députée européenne. Je vais vous donner un exemple. Dans le protocole français, souvent, les députés européens, dans certains événements, ne sont même pas invités. Il y a bien les députés à l'Assemblée nationale et les sénateurs, mais les députés européens, surtout spécifiquement dans le temps Covid, nous n'étions pas invités. Donc, ça ne renforce pas notre visibilité. Même quand il y a des visites ministérielles, on est souvent oublié. Donc, en tout cas, dans ces cas-là, on proteste beaucoup et on le fait savoir. Mais nous-mêmes sommes parfois oubliés aussi lors des visites ministérielles. Donc, ce n'est pas propre, Marie-Pierre, aux députés européens. C'est pas ce qui est propre, pardon de rebondir là-dessus, mais ce qui est propre aux députés européens, et là maintenant, moi j'ai quand même 7 ans de recul, jamais, je dis bien jamais, je n'ai été invité à une inauguration, notamment d'un centre de formation professionnelle, des centres de formation d'apprentissage pour lesquels l'Europe verse systématiquement 50% des fonds. Il n'y a pas un centre qui s'ouvre en France sans que l'Europe n'ait financé au moins à hauteur de la moitié. Et on a n'importe quel, j'allais dire, maire, enfin, c'est pas une critique, c'est une réalité. Le maire qui n'a pas mis un centime va tenir le micro pendant 20 minutes pour expliquer à quel point il fait tout pour sa ville et à quel point il est merveilleux, sans une fois citer des Européens. Et juste un point, Marie-Pierre, on va pas se mentir, tu dis que le CESE et le comité des régions n'ont aucune visibilité. Moi, je vais aller plus loin. Le Parlement européen non plus. Les médias français ne s'intéressent à l'Europe que quand les ministres se déplacent. Je ne sais pas comment ça se passe en Allemagne, mais je suis à peu près certain que c'est la même chose. Quand il y a un déplacement de Madame Angela Merkel, les journalistes allemands, des grands quotidiens, doivent suivre l'événement. Quand nous, on a un déplacement du président Macron ou du ministre de l'Agriculture, ça peut entraîner les médias. Quand c'est nous qui votons, par exemple, le plan de refinancement de 750 milliards, qui est une avancée considérable en Europe, cette solidarité dont nous avons su faire preuve au moment de la crise, et ça n'est qu'un début, malheureusement, et de la crise et des financements européens, eh bien, pas un mot sur le vote du Parlement. On n'en a parlé que quand il y a eu le Conseil des ministres. Donc, moi, je vais au-delà de ce qu'a dit Marie-Pierre. En réalité, l'Europe n'existe que quand les États membres se réunissent à Bruxelles pour faire avancer l'Union. C'est mieux que rien, mais nous, on n'existe pas, en réalité. Le Parlement européen, pas plus que le CESE, pas plus que le Comité des régions, n'existe. Merci pour toutes ces interventions. Nous avons une participante qui aimerait nous faire part de son expérience, qui s'appelle Meilleure Ville. Oui, merci madame, je vous laisse tout de suite la parole.
Je vous remercie de me donner le micro. Ce que je voudrais dire, j'ai fait pas mal de conférences, je suis ancien administrateur des institutions et je m'intéresse à l'Europe. Les gens me répondent dans les régions ou lors de conférences, oui, mais au fond, Bruxelles décide, ce sont des gens qui ne sont pas élus, et de quel droit est-ce qu'ils décident de notre avenir? Je vous dis ça entre guillemets, c'est ce qui est dit extrêmement souvent. Et quand je leur dis, la Commission propose, et c'est approuvé par le Conseil des ministres, et c'est approuvé par les parlementaires européens que vous avez élus, tout d'un coup, il y a quelque chose, il y a une petite étincelle qui jaillit. Ils ne savent même pas quel est le processus. Ils s'imaginent que la Commission est là comme un dictateur européen qui dit, vous devez faire ça, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Ça, c'est, si on pouvait un petit peu communiquer, expliquer brièvement, pas toutes les arcanes, je dirais, institutionnelles, mais expliquer brièvement le processus de l'élaboration de la législation européenne, ça permettrait aux gens de comprendre que Bruxelles ne fait pas les dictats. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, moi j'ai vu maintenant des agriculteurs britanniques qui pleurent toutes les larmes de leur corps depuis le Brexit. Ça serait bien qu'on les invite en France et qu'on leur montre à nos petits agriculteurs qui trouvent que l'Europe, c'est à bannir de leur horizon, mais sans Europe, il n'existe pas. Et les pêcheurs commencent à comprendre quelle est leur douleur maintenant. Donc, il faut bien dire que c'est l'Europe qui favorise tout cela. Et les 750 milliards, tout le monde me dit, ça arrive quand? Ça va tomber quand dans notre escarcelle? Alors, je leur dis, il y a les plans nationaux qui ont été présentés à l'Union européenne et c'est à la lumière de ces plans que l'argent va être employé. Et les gens ne le savent pas. Donc, je ne comprends pas cette communication qui finalement est peut-être communication de base, pas une communication extrêmement élaborée. Et au moment des problèmes chauds dus à la Covid, comment là l'Europe est absente et brillamment absente. Et quand je leur ai dit que c'est une compétence d'appui parce que les États membres l'ont refusé comme tel, tout d'un coup ils ont compris l'utilité d'être ensemble plutôt que chacun dans son petit coin. Donc il y a, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un véritable défaut de communication. Je ne sais pas s'il s'agit des parlementaires, s'il s'agit des journalistes, s'il faut faire plus avec les journalistes, même les journaux locaux, Ouest France ou le Dauphiné libéré ou que sais-je, il faudrait vraiment, pour essayer de faire passer un message au travers je dirais, des médias locaux. Moi, c'est quelque chose à laquelle j'attacherai une importance. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous communiquer. Et je peux vous dire que quand je fais dans certains milieux des conférences, je reçois des blabs extrêmement importants. L'Europe n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Et quand je valorise, effectivement, je leur dis, mais c'est la région, là, c'est pas la région qui finance, c'est le FEDER, le Fonds du développement régional, inconnu à leur bataillon, hein. Inconnu au bataillon. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais devoir vous quitter parce que j'ai une autre conférence, un autre webinaire auquel je dois intervenir. C'est pour ça, je voudrais bien que vous fassiez quelque chose dans ce sens. C'est vraiment une demande. Et aussi, on me dit, oui, mais fais une expérience et demande au lambda sur un micro-trottoir de citer deux Européens connus actuellement. Fais un micro-trottoir et vois ce qui se passe. Eh bien, il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà. Donc, voilà, je suis navrée, je suis ancienne administrateur, je travaille au porte-parole, je travaille dans des cabinets du commissaire de l'or et autres. Bon, je suis un peu triste de ça et je voudrais que ça change. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition si je peux contribuer à Chouïa. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et Madame Vedren, vous êtes venue à une conférence que j'ai organisée à Paris, vous vous souvenez? À la maison des industries. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Bonsoir, madame. Merci beaucoup pour avoir partagé ce point de vue. Alors, nous avons plusieurs demandes de parole, donc je vais laisser Sabine. Parce que j'ai une autre conférence, je suis désolée. Merci. Je sais que Madame Vedren doit aussi nous quitter à 19h pile, donc Sabine et Madame Vedren, je vous laisse parler. Ensuite, je prendrai donc les questions de Monsieur Marco-Paul et j'ai vu dans le chat Monsieur Gérard Perret qui voudrait parler du lien entre territoire et enseignement sur les langues. Voilà. Non, je vais laisser d'abord la parole à Marie-Pierre, à Monsieur Marcoux et à Monsieur Perret, parce que moi, c'était plutôt une question que je voulais poser aussi à Marie-Pierre et à Gunther. Voilà, après.
Juste peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, le défaut de visibilité et de communication de l'Union européenne, il est multiple. C'est évident. Et comment y pallier, c'est toujours très difficile. C'était effectivement, comme je disais, à la Maison de l'Europe, c'était notre rôle aussi. Et je sais que Pascal était aussi très impliqué dans les Maisons de l'Europe à Paris ou dans d'autres structures. Moi, j'étais présidente de la Maison de l'Europe de Tours, tu vois. C'est la question que je voulais poser. Comment vous voyez maintenant que vous êtes un peu de l'autre côté voilà, un peu comme moi, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais bon. Je pense qu'il y a des organisations et des temps qui sont portés par les Maisons de l'Europe, type des conférences, des événements qui sont nécessaires pour transmettre des informations un peu sur du contenu, sur des éléments positifs, sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas à l'Union européenne, pour renforcer la connaissance, on va dire, d'une partie d'Européens qui sont déjà convaincus et qui ont besoin d'avoir le retour de l'intérieur. Mais je crois aussi, et j'ai fait beaucoup mon analyse critique, on va dire, sur les actions qu'on portait dans les Maisons de l'Europe, on a aussi du mal à toucher et à se rendre compréhensible d'un public qui est éloigné du fonctionnement institutionnel. Déjà, moi, je le vois bien et j'essaye, alors j'espère que Pascal, tu ne vas pas me contredire, j'essaye par exemple de ne pas employer des acronymes. J'essaye de ne pas trop faire du franglish quand j'interviens. Parce qu'au final, on parle qu'à nous-mêmes. Et ça, je crois que c'est un premier pas. Ce que j'essaye aussi, et je trouve ça bien que le Parlement européen nous donne les moyens pour le faire, alors en ce moment, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais c'est d'accueillir des groupes. Parce que je pense que, comme le programme Erasmus, une fois que les jeunes ont vécu dans un autre pays, ont côtoyé, ont réellement touché du doigt l'Union européenne et de vivre avec des Européens, c'est comme ça qu'on se sent plus européen. Et l'accueil de groupes aussi au Parlement européen, qu'ils se rendent compte aussi ce que c'est que le temps démocratique, parce qu'on est aussi maintenant dans un monde de plus en plus où l'immédiateté, on veut voir les conséquences tout de suite des décisions qu'on va adopter, et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Je discutais avec une ancienne députée européenne il n'y a pas très longtemps qui n'était pas dans le mandat précédent, mais dans le mandat d'avant, et elle me faisait écho de différentes législations qu'ils avaient votées en cette période et qui ne vont être finalement applicables que maintenant. Et ça aussi, à l'échelle, on va dire, de temps et de mémoire de citoyens, c'est compliqué à appréhender. Donc ça, c'est vrai qu'on a tout un travail à faire. Après, moi, Sabine, c'est pareil pour toi. On vient quand même d'une région où les médias, et notamment Ouest France, traitent beaucoup des questions européennes. Alors, ils peuvent toujours encore faire plus, mais on a quand même cette chance-là que l'information européenne est quand même très présente. Et ça se voit aussi dans les votes. Pas le fait que ça vote nécessairement majorité, mais qu'au moins, au moment des grands votes européens, la partie ouest française répond. Elle vote davantage. Désolée, Marie-Pierre, la Nouvelle République du Centre n'est pas tout à fait… À vous pas. Bon. Nous, on a la chance avec Ouest. On a cette chance-là. Je vais juste donner la parole à Monsieur Gérard Perret pour qu'il nous fasse part de son expérience. Alors, monsieur, votre micro est désactivé. On ne vous entend pas. Alors, en attendant que monsieur Perret nous rejoigne, monsieur Paul Marcoux, si vous… Problème technique. Ah, non, c'est bon, on est bon. Je donne la parole juste après, monsieur. Je voulais simplement vous signaler, vous le savez tous, que plus de 300 millions d'Européens habitent à 100 km d'une frontière interne à l'Union européenne. Et bon, la libre circulation des personnes fait qu'on peut aller travailler de l'autre côté, on peut aller voir une pièce de théâtre de l'autre côté, encore faut-il qu'on pratique la langue qui est parlée de l'autre côté. Et je vais vous prendre un exemple très précis qui est dans le Pas-de-Calais. Un maire du Pas-de-Calais, donc constatant qu'il y avait 12% de chômage chez les jeunes dans sa commune et 5% de l'autre côté en Flandre occidentale, s'est dit, bon, je vais essayer de faire que dans le lycée professionnel, on enseigne le néerlandais. Ça a été quasiment impossible. C'était une bagarre vraiment avec les inspections régionales, etc. C'était épouvantable. On leur a posé tous les arguments et en fin de compte, ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire.
Donc, alors je sais bien que l'éducation et la culture, ça fait partie des compétences d'appui, d'ailleurs comme la santé. Hein, et il y a une agence chargée de ça, une agence exécutive. Est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement faire avancer les choses en transformant cette agence exécutive en agence opérationnelle pour résoudre des problèmes de ce genre? Et pourquoi pas, on peut rêver, imaginons par exemple que des professeurs de néerlandais soient payés directement par la Commission de Bruxelles pour développer cette langue dans cette région. C'est une proposition que je vous fais. Merci, monsieur. Je donne tout de suite la parole à notre autre participant parce qu'il nous reste peu de temps. Vous me donnez la parole, Paul Marcoux. Oui. Oui, moi, j'ai vu à l'agenda que demain, vous alliez parler de ciel unique. Je ne sais pas si les députés présents, français ou européens, connaissent ce dossier qui est très important parce que depuis très longtemps, l'aviation ignore les frontières européennes, intra-européennes. Donc, quelles sont les relations sur ce dossier entre le système Commission-Parlement et Eurocontrol, dans une autre agence, mais qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, qui se trouve installée à côté de l'OTAN à Zaventem? Est-ce clair? J'ai parlé de ciel unique européen. M'entendez-vous? Comme la classe politique, d'une manière générale, a toujours du mal à reconnaître quand elle ne connaît pas un sujet, donc moi je vais le faire. Je suis désolé, je ne suis pas du tout dans les commissions concernées, donc je pense que Marie-Pierre non plus, donc je ne vais pas vous mentir. La seule chose que je peux vous promettre, parce que si le sujet vous intéresse ou si vous voulez avoir un suivi, je peux me renseigner, Marie-Pierre aussi évidemment, pour savoir qui au sein de notre délégation. J'imagine que c'est notre ami Dominique Riquet. Dominique, ouais. Donc Dominique Riquet, qui est en plus un député européen extrêmement assidu et qui a une longue expérience, qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, Marie-Pierre aussi, j'en suis sûr. Donc on peut transmettre vos questions ou vous donner un suivi et je suis persuadé que Dominique ou ses équipes pourront vous répondre. Mais là, honnêtement, moi, c'est un sujet que j'ignore. Pascal, juste pour dire, moi, j'ai terminé ma carrière en mettant en place l'agence de sécurité aérienne à Cologne, l'EASA. Et au départ, nous partions d'après un règlement européen, donc on ne discute pas, on l'applique. On parlait au départ de certification d'aéronefs. On se réunissait pour ça. Et puis petit à petit, comme ça fonctionnait, on a étendu nos compétences à la navigation aérienne, au contrôle aérien. Et c'est beaucoup plus touchy parce qu'il y a des syndicats très puissants derrière ces centres de contrôle. Voilà pourquoi je suis intéressé, même en tant que retraité, par ce sujet. Voilà, merci. Monsieur, c'est parfait. Ça illustre complètement l'idée de ce webinaire, de mettre des personnes en lien les unes avec les autres qui travaillent sur les sujets, qui peuvent s'apporter leur expertise, leur point de vue. Il nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Et en fait, ce qui a été très intéressant pour ce webinaire, c'est qu'il y a un constat assez partagé du besoin de se mettre en lien, de réformer l'Union européenne parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a que, comme dit souvent la présidente, il n'y a pas d'Eurobéa qui pourrait faire un peu plus de mal justement au projet et que certaines critiques sont bonnes à entendre. Je vais justement lui laisser la main pour conclure le tout parce qu'au vu des remontées qu'il y a, la plateforme pourrait être intéressante sur cet axe. Sabine? Merci beaucoup, Pauline. Bon, merci à tous. Donc, je vais laisser quand même la parole aussi à Gunther, Pascal et Marie-Pierre. J'aurais bien aimé quand même que Gunther nous dise en quelques mots comment ça se passe en Allemagne d'un point de vue communication sur l'Europe. Aussi, le travail entre députés européens et députés nationaux, ça m'intéresse aussi. Et est-ce que la perception dans le grand public, est-ce que vous réussissez peut-être mieux que nous, j'en sais rien, à toucher ceux qui se sentent un peu plus éloignés des questions européennes, particulièrement en zone rurale. Et sinon, pour information, justement, on parlait des médias. Je vais présenter au mois de juillet un rapport sur le traitement des questions européennes dans les médias françaises avec quelques suggestions et propositions. Ça commence surtout aussi dans les écoles de journalisme où il y a un grand manque de formation sur l'Europe et aussi après
après, il n'y a pas tellement de débouchés pour les journalistes qui s'intéressent à cette question et beaucoup de frilosité de la part des rédacteurs en chef. Mais bon, voilà, ça c'est une question qu'on doit quand même maintenant solutionner parce que moi j'étais très choquée par le traitement du discours sur l'état de l'Union de Ursula von der Leyen en France. On n'a pas tellement entendu parler. Alors ailleurs, en Allemagne, ça a été quand même un peu mieux reprise. Mais c'est vrai que l'Allemagne met aussi beaucoup plus de moyens. Quand je vois la ZDF, ils ont une vingtaine de personnes à Bruxelles, ou France 2, ils sont 3 et TF1 quasiment absent. Voilà. Donc, en tout cas, moi, mon mot et quelques questions aussi à Gunther. Oui, Sabine, merci. Tout d'abord, nous sommes dans notre Commission européenne, dans la Bundestag, environ 40 membres, mais en plus, il y a environ 15 membres qui ont un siège dans notre commission. Comme ça, la coopération est garantie. Ils ne peuvent pas voter par des raisons constitutionnelles, mais quand même, on se rencontre à Bruxelles ou à Berlin. Et maintenant, on a les visioconférences et ça, c'est peut-être maintenant un avantage parce que pour les collègues du Parlement européen, c'est plus facile de se mettre en communication avec nous, avec la visioconférence. Deuxième remarque, parce que Pascal a mentionné aussi oui, l'image sur le Parlement européen en France. Je pense dans les médias, ça a augmenté les rapports. Ça veut dire, autrefois, c'est juste, on n'a pas parlé du Parlement européen. C'était négligeable dans les nouvelles, dans les nouveaux, dans les journaux, mais c'est augmenté et aujourd'hui, je dirais, presque chaque jour, il y a des nouvelles du Parlement européen ou de la Commission. Pas seulement du Conseil, aussi du Conseil, bien sûr, mais le Parlement européen est plus présent dans les médias aujourd'hui qu'autrefois. Et merci encore une fois pour cette invitation très intéressante. Et, Sabine, déjà demain, on se rencontre dans le triangle de Weimar avec nos collègues de la Pologne. Pour moi, c'était aussi très intéressant de suivre la discussion et aussi les remarques critiques parce que s'il y a des gens qui sont déçus, et je pense maintenant surtout aux pêcheurs qui sont concernés du Brexit, et il ne faut pas laisser leur seul. Ça veut dire c'est la tâche de l'Europe de s'occuper des destins des pêcheurs et de ne pas laisser les concernés seuls. Ça serait une faute de l'Europe parce qu'ils veulent dire, à ceux qui servent cette Europe, si nous avons des problèmes, où est la solidarité, où est le soutien, et comme ça, il est absolument nécessaire de s'occuper des gens comme ça. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Gunther. Herzlichen Dank und bis morgen. Bis morgen, ja. Bis morgen. Ich muss auch leider aufgrund einer anderen Videokonferenz mich leider verabschieden, wenn das in Ordnung ist. Okay, tschüss. Vielen Dank. Merci. Tschüss. Au revoir à tout le monde. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup à nos deux autres intervenants, Monsieur Durand et Madame Vedren. Merci à tous les participants pour leurs témoignages, leurs questions. Je vois dans les commentaires que beaucoup nous remercient pour cette invitation. Sabine, justement, souhaiterait peut-être dire un mot sur la plateforme et les possibilités qu'elle va désormais pouvoir recouvrir sur les sujets européens. Sabine, je vous laisse le dernier mot de la fin et après... Peut-être Pascal et Marie-Pierre voudraient dire un petit mot de conclusion aussi.
Non, bah, juste un tout petit mot, c'est pour dire merci et pour dire à Rachida Nieto, je crois que j'ai vu passer une demande, bien sûr, qu'on veut tous aller maintenant dans du positif, financer, trouver les ressources, etc. Simplement, il faut aussi regarder la réalité en face. L'Europe a un budget qui est de moins de 1% du PIB. Hein. Le budget fédéral américain, c'est près de 20%, donc ça vous donne une idée. Donc, les États membres ne sont pas prêts à laisser le Parlement européen voter les ressources. Donc, on vote les dépenses, on n'a pas le droit de voter les ressources. On est le seul Parlement au monde qui n'a pas cette capacité. Donc, oui, voilà, on élabore, mais bien sûr, vous avez raison. Et bien sûr, il faut construire une Europe souveraine, puissance, travailler avec les territoires. On s'y emploie tous les jours. Mais bon, c'est lent. Voilà, c'est comme ça parce que les États ne veulent pas lâcher un certain nombre de leurs prérogatives. Et simplement un mot, je vous en supplie, quand vous êtes dans des débats avec les gens, etc., quand on critique l'Europe, critiquer l'Europe, c'est parfaitement naturel. Et ça a été dit, nous ne sommes pas des eurodébats, des eurobéas, ce n'est pas une église, l'Europe, on n'est pas son clergé, c'est clair. Mais quand on critique l'Europe, faites en sorte que l'on ne jette pas l'Europe pour autant. Quand on critique la France, on ne dit pas la France doit disparaître, on dit la France doit changer, la majorité doit changer, les politiques doivent changer. Et c'est exactement la même chose en Allemagne. Personne ne remet en cause, ou presque, en Allemagne ou en France, la légitimité de l'État démocratique allemand ou français. Eh bien, nous sommes les seuls. En fait, quand on nous critique sur nos politiques publiques, et on a le droit de le faire, on ne critique pas que nos politiques, on critique l'institution elle-même en disant il faut arrêter l'Europe. Eh bien, faites en sorte, je vous en supplie, que l'on dise que oui, l'Europe doit évoluer, bouger, changer, évidemment, comme toute démocratie, mais qu'on ne jette pas l'Europe, on en a tellement, tellement besoin. Tout à fait d'accord. Bravo. Bravo. Que dire de plus que ce que vient de dire Pascal? Je partage totalement et je pense que c'est aussi pour ça qu'on se retrouve dans la même délégation et c'est ce qui caractérise aussi justement l'ensemble de la délégation Renaissance. Et on porte aussi ce nom parce qu'on a envie justement d'une renaissance européenne et qu'on s'engage chaque jour. Donc merci Sabine de l'invitation, j'étais très heureuse d'être avec vous parce qu'on le voit bien aussi, l'interconnexion entre notre action, la vôtre, et ce qui se passe sur le territoire, c'est capital. Et ces moments, ça permet justement de renforcer cette interaction pour qu'on ait aussi tous le même niveau d'information parce que vous êtes nos ambassadeurs. On ne peut pas être élu partout si on veut cette influence dans les institutions. On ne peut pas être 24 heures sur 24 sur le terrain ou dans les médias. Ce que font justement ceux qui veulent détruire l'Europe. Ils sont sur les plateaux télé à décrier l'Europe, mais en tout cas, ils ne sont pas influents dans les institutions européennes. Donc, merci à vous pour l'organisation et surtout au plaisir de continuer à tisser ce lien nécessaire pour défendre l'Europe. Justement, Marie-Pierre, ça me permet de rebondir parce que cette plateforme que j'ai créée qui s'appelle plateforme Synergie Fabrique Citoyenne, elle commence tout juste à démarrer et elle va prendre vraiment un virage européen puisque avec la conférence sur l'avenir de l'Europe et avec en vue aussi de la présidence française de l'Union européenne, on va continuer ces débats, on va revenir vers vous aussi sur d'autres sujets et j'espère que petit à petit, on aurait plus de monde présent pour échanger, pour finir aussi à faire à être capable d'avoir des contributions justement pour la conférence à déposer sur la plateforme de la Commission européenne. J'espère que vous avez tous regardé déjà futureuropa.eu. Peut-être Pauline, vous pouvez le mettre là ici par message. Et il y a aussi ce débat, il y a d'autres débats qu'on a déjà fait qui sont à retrouver sur cette plateforme qui se veut surtout effectivement transnationale et transpartisane. C'est ça qui est important aussi, que le débat ne se limite pas simplement entre nous d'un même mouvement ou d'un même État membre. Il faut qu'on essaye d'aller plus loin et d'abattre aussi des barrières entre nous. Donc, je vous remercie et à très bientôt.